En tant qu'immigrant, on a peur de demander, hem, ce que l'on peut demander en réalité. Déjà, un parce qu'on ne le sait pas forcément, 2 parce qu'on a peur de négocier. On a encore cette menta je sais pas, on a un blocage par rapport à demander ce que l'on «mérite» entre guillemets de recevoir. J'ai toujours dit que la méritocratie, c'était un gros scam, mais bon bref. Il faut oser demander. La pire réponse qu'on peut te dire, c'est non et à ce moment-là, vous négociez sur autre chose. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus à thématique un peu plus professionnelle. Et la raison pour laquelle je tiens à tourner cette vidéo, c'est parce que j'ai retrouvé mes notes d'il y a à peu près 5 6 ans quand j'étais en recherche d'emploi et ce sont des astuces, je pense, qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Alors, il faut savoir que mon parcours professionnel n'a absolument aucun rapport avec les études que j'ai suivies à l'université. Et donc, pour des personnes peut-être qui veulent se reconvertir dans une autre voie professionnelle ou pour ces jeunes filles-là qui cherchent à rentrer dans une bonne boîte pour une première expérience professionnelle, je pense que ce sont des très bonnes astuces à prendre en compte parce qu'elles m'ont été données et dictées par une personne en ressources humaines. À l'heure d'aujourd'hui, elle est directrice des ressources humaines. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant très très longtemps. Si jamais elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Alors, il y a plusieurs points ici qui sont cruciaux. Il y a d'une part l'apparence et il y a également euh, les comportements que tu vas devoir incarner lors de l'entrevue. On le sait tous, l'entrevue, c'est vraiment, pour nous les candidats, c'est le moment de donner la meilleure impression de nous-mêmes, c'est le moment où on doit vendre sa personne pour pouvoir obtenir le poste. Pour les recruteurs, il s'agit en général, la première entrevue, c'est vraiment pour faire connaissance, pour voir si déjà le profil qu'on a sur papier correspond à la personne qu'on a en tête. Est-ce que l'énergie que la personne dégage, est-ce que c'est ce qu'on recherche dans notre culture d'entreprise? Et c'est vraiment un échange. Mais les candidats ont tendance à vraiment stresser lors de la première entrevue et c'est normal, surtout si tu vas dans ta première expérience vraiment professionnelle, c'est-à-dire que tu vas au bureau, tu dois t'habiller, voilà, tu rentres vraiment dans l'entreprise. Je ne parle pas des petits emplois, des petits jobs et il n'y a aucun mépris de ma part par rapport à ces emplois-là, parce que de toute manière, je pense que ce sont des expériences super, super enrichissantes. Personnellement, mon premier travail ici en Occident, c'était dans un centre d'appel. Et la raison pour laquelle je vous donne cette information qui est banale, hein, c'est parce qu'on va en parler un petit peu lors de cette vidéo. Alors, concernant l'apparence, quand on se pointe à l'entrevue, et ça c'était avant Covid, hein, évidemment. Le Covid a fait qu'on passe des entrevues en virtuel, alors qu'avant c'était vraiment entrevue téléphonique. Et si jamais tu passais ce test-là, à ce moment-là, on te rencontrait en personne. Mais aujourd'hui, le premier tri, si vous voulez, c'est au téléphone. Ensuite, on fait une entrevue de 30 minutes en vidéoconférence. Et la troisième entrevue, s'il y a à ce moment-là, c'est en personne, dépendamment du processus de recrutement. Alors, en ce qui concerne les vêtements, c'est très important d'avoir des vêtements de travail. Là, on parle de l'entrevue en vidéoconférence, mais aussi en présentiel. Oui, c'est une information logique, mais il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ce point-là vraiment très au sérieux. Apparaître de manière professionnelle va déjà affirmer la perception que l'on a de toi en tant que candidat. C'est quelqu'un qui se prend au sérieux, c'est quelqu'un qui fait attention à son image. Parce que quand on recrute un employé, c'est pour qu'il fasse partie de la culture de l'entreprise et pour qu'il soit un représentant, un ambassadeur de la marque de l'entreprise dehors. Donc c'est très important. Apparemment, on gagne 5 points à l'entrevue quand on s'habille de manière professionnelle. Il faut miser donc sur des tons, classiques, noir, bleu marine, il faudrait avoir une chemise. C'est sûr que quand on est en hiver, un col roulé, avec une couleur neutre, ça passe très bien. Maquillage léger, une veste, un blazer pour vraiment paraître professionnel, ça donne beaucoup, beaucoup de points. Évidemment, je relie ce point de l'apparence et des couleurs à la vidéo que j'avais filmée, que j'avais tournée par rapport à l'analyse de ces couleurs.
Quand on connaît ses couleurs, on ne peut jamais se tromper, peu importe le vêtement que l'on choisit parce que ça harmonise en fait toute l'image que l'on projette. D'accord? C'est très important de faire une analyse de couleurs. Ce sont des services qui se font en ligne, mais ça peut aussi se faire en présentiel et je recommande fortement de le faire en présentiel. Pour ce qui est de la coiffure, alors c'est sûr que dans le monde professionnel, malheureusement, I'm just gonna say it how it is. Dans le milieu professionnel, il y a certaines coiffures qui peuvent t'enlever des points. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tes cheveux et ta coiffure prennent plus d'espace que ta personne et tes compétences. I'm gonna get a lot of hate for this. Les gens vont peut-être beaucoup commenter, ouais, mais pourquoi machin, on est encore dans. It's just how it is, guys. Ça dépend vraiment de l'objectif que tu te fixes. Ce sont des points vraiment importants à comprendre. Les apparences ont leur importance dans le domaine du recrutement. Je ne dis pas à tout le monde d'aller mettre des mèches euh, forcément lisses, mais vous verrez que si vous faites l'inventaire, vous vous pointez avec des grosses boucles versus une coiffure avec des ondulations ou un peu plus raide, le rapport n'est pas le même, guys. Faites vous-même les comparaisons, le rapport n'est pas le même, surtout si c'est un milieu très corporate, très professionnel, à majorité caucasienne. Like, I'm just gonna say how it is, guys. I'm just the messenger, please. Maintenant, si vous êtes dans le domaine social, par exemple, ou dans un domaine qui promeut beaucoup la culture afro, des choses comme ça, pas de problème. Mais dépendamment du style d'entreprise que tu vises, il faut t'aligner avec ce à quoi la majorité correspond. It's just how it is. Tu veux pas non plus être la personne que l'on remarque dans toute l'entreprise. Like, you're not the boss. OK? Donc, avoir les cheveux, en fait, dégager le visage pour que le recruteur puisse vraiment scanner tout ton visage ainsi que tes expressions faciales parce que nous sommes des êtres humains et le langage non verbal est toujours plus convaincant que ce que l'on dit. En réalité, bien sûr, dans la voix, il y a la tonalité de la voix, il y a le timbre de voix, il y a l'éloquence, il y a tout ça. Mais le body language, le langage non verbal, le langage corporel va toujours te trahir. Donc, si tu es quelqu'un qui prétend avoir de la confiance en soi, mais qu'en réalité, tu n'as pas parce que ta posture, tu es voilà, courbé vers l'avant, tu sembles anxieuse, tu fronces les sourcils, enfin, le langage corporel ne ment jamais en réalité parce que tant que tu n'es pas une grosse psychopathe, tu peux pas te dissocier de ton corps. Donc, avoir le visage dégagé pour que le recruteur puisse vraiment voir tes expressions faciales et voir si tu corresponds effectivement à ce que tu décris. Est-ce que ton être est en accord avec ce que tu dis? Ensuite, deuxième point, donc là, on parlait vraiment de l'aspect physique. Deuxième point, quand on arrive à l'entrevue, et ça, ce sont des petites subtilités, l'entrevue en présentiel, il est bien de ne pas s'asseoir avant qu'on t'invite à t'asseoir. D'accord? Et quand on s'assoit, évidemment, on se tient droite. On se tient droite parce que le fait de se tenir droit, d'avoir une posture décontractée, mais qui dégage de la confiance en soi, va parler pour toi, en fait. Quelqu'un qui se tient droit versus quelqu'un qui est hoché vers l'avant, on ne ressent pas la même chose. Quelqu'un qui est droit a confiance en lui, est en contrôle de la situation, maîtrise ce qu'il prétend maîtriser. Enfin, c'est vraiment très... c'est vraiment... le langage non verbal est vraiment très important, en fait. Voilà comment je vais le dire. Ok, donc se tenir droite, ne pas s'asseoir avant qu'on t'invite à t'asseoir, donner une brève description du poste. Donc, ça veut dire qu'en amont, avant d'arriver à l'entrevue, en amont, évidemment, tu as fait tes devoirs. Donc, tu as fait des recherches sur l'entreprise, tu sais un peu à quoi t'attendre avec la description de poste. Tu n'arrives pas là
en n'ayant aucune idée de quoi il s'agit ou une idée très vague parce que ça fait une semaine et demie que voilà, tu es tombé sur le poste et tu as postulé et par chance on t'a appelé donc là tu arrives, tu déba non. Il faut quand même montrer que tu as fait un minimum de devoirs, que tu as un minimum d'intérêt, pour l'entreprise parce qu'une des questions qui vont, te poser forcément c'est, qu'est-ce qui t'a attiré, chez nous en fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait te recruter? Je trouve cette question vraiment, like it's so 2010, can you please upgrade? Hem, Pourquoi est-ce qu'on devrait te recruter? Bah, parce que vous cherchez quelqu'un, like hello. Mais bon, c'est une question qui fait le tri et c'est une question qui est très politique. Donc, arriver préparé va te donner un avantage. It's gonna give you an edge parce que tu vas être capable de construire tes réponses autour de ce que tu auras appris, sur l'entreprise. D'accord? Donc, avoir et connaître une brève description du poste. Chose très, 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 très importante sur le CV. Il faut que ton CV fasse maximum 2 pages. Maintenant, je sais que dépendamment des pays, les normes sur les curriculum vitae changent. D'accord? En Amérique du Nord, ici, maximum 2 pages. En France, je ne sais pas si on peut avoir un CV de 5 pages. Mais dépendamment du contexte culturel dans lequel tu es et dans le pays dans lequel tu es, il faut t'acclimater de la présentation du CV et suivre les règles. Parce que les CV français ne sont pas pareils que les CV québécois, qui ne sont pas pareils que des CV australiens, par exemple. Donc, suivre le format, synthétiser. Et lorsqu'on va te demander d'expliquer un petit peu ton expérience, voilà, relevant experience, quelle est l'expérience pertinente dont tu peux nous faire part, éviter, éviter, éviter vraiment d'utiliser le mot faire, le verbe faire. Parce que je fais ci, je fais ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, en réalité, prouve que tu as un gros manque de vocabulaire. D'accord? Exemple, j'étais en charge au lieu de j'ai fait le courrier. J'étais en charge, j'ai pris sous ma responsabilité, j'étais responsable. Vous comprenez? Donc, trouver des synonymes, même dans le CV écrit, trouver des synonymes du verbe faire et vraiment utiliser des verbes d'action sur le CV et lorsque tu te présentes également. D'accord? Ensuite, en ce qui concerne le salaire. Alors, dépendamment, encore une fois, du pays dans lequel tu te situes, en Amérique du Nord, les questions salariales, on est très à l'aise avec ça. Nous, on n'a pas peur de l'argent ici, on n'est pas, c'est pas vraiment tabou. Non, like we know what it is. Et surtout que les salaires médians sont accessibles sur Internet. Donc, la question salariale ici n'est pas tabou comme elle pourrait être en France, par exemple. D'accord? Alors, ce qui est la norme, c'est ce qui est bien vu en tout cas et ce qui te permet toi en tant que candidat de pouvoir manœuvrer plus tard, de pouvoir négocier, c'est ne de j de il ne faut jamais donner un montant fixe de salaire. Il faut toujours donner une tranche et je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer très, très vite. C'est parce que quand on donne une tranche, dépendamment du budget qui va être alloué au poste, parce qu'il faut savoir que quand on recrute, il y a déjà un budget qui a été alloué, guys. Ils vont pas dire oui, ok, machin, si ça rentre pas dans le budget. D'accord? Mais même quand ça rentre pas dans le budget, tu peux toujours négocier quand tu donnes une marge. Par exemple, on te demande combien est-ce que tu t'attends, quelles sont tes attentes salariales. Tu dis, je sais pas, moi, entre 45 000 et 55 000 euros. Tout dépendamment de ce qui va être demandé, et des avantages et tout le reste. Bon. Une fois que vous arrivez à la dernière entrevue où vous allez vraiment vous accorder sur les attentes salariales, à ce moment-là, si toi, ton chiffre intérieurement, c'est, vraiment 50 000 et pas 55 et pas 45, si toi, ton chiffre, c'est vraiment 50 mais qu'ils te disent: «Ah, c'est un peu au-dessus du budget, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est 47 000. À ce moment-là, tu peux leur dire: «OK, je comprends que ça fait c'est ça que vous avez comme budget. À ce moment-là, est-ce qu'on peut voir par rapport aux vacances, donc au temps de vacances, le nombre de vacances auxquelles j'ai droit, est-ce qu'on peut compenser ici? Oui, non, si c'est pas possible de compenser là, est-ce qu'on fait un bonus à la signature?» Il y a plein de choses qu'on peut demander, mais généralement, en tant qu'immigrant et ça, je pense que je vais la mettre en première partie. En tant qu'immigrant, on a peur de demander, hem
ce que l'on peut demander en réalité. Déjà, un, parce qu'on ne le sait pas forcément. Deux, parce qu'on a peur de négocier. On a encore cette mentale, je sais pas, on a un blocage par rapport à demander ce que l'on mérite, entre guillemets, de recevoir. J'ai toujours dit que la méritocratie, c'était un gros scam. Mais bon, bref. Il faut oser demander. La pire réponse qu'on peut te dire, c'est non. Et à ce moment-là, vous Temps de négociez sur vacances, autre par chose. exemple? Le nombre de jours que tu peux te présenter au bureau si c'est quelque chose de négociable, ou le nombre de jours que tu peux prendre d'absence, les journées maladie. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on peut négocier pour, si tu veux, effacer ce gap-là entre le salaire qu'ils peuvent te donner et tes attentes. Il y a toujours une marge de négociation, d'accord? Et un autre recruteur m'a également expliqué que même lorsqu'on te donne ton contrat, OK, tout a été mis par écrit, tu peux lancer une contre-offre. Mais ça, c'est pour les gens qui sont déjà à un autre niveau, c'est-à-dire qu'ils ont un autre niveau de confiance et ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Il faut vraiment être dans un autre mindset pour avoir le courage de faire une contre-offre. Et si l'entreprise a vraiment aimé ton profil et qu'ils savent que tu corresponds et qu'ils voient qu'il y a un très gros potentiel, ils peuvent matcher la contre-offre. Mais même là, ce sont des techniques de négociation que je n'ai pas parce que je ne suis pas recruteur, ce n'est pas ma formation. Mais une fois que tu es à l'aise en fait dans ton parcours professionnel et que tu peux faire le travail, que tu sais que tu as les aptitudes, les capacités, le bagage intellectuel, et que tu travailles dans une firme similaire, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Enfin, like, tu rien à perdre en fait. Donc, qui ne tente rien n'a rien et ça a été prouvé justement que les hommes osent plus que les femmes dans ce domaine-là. Donc, ils osent plus demander plus que les femmes et surtout les femmes de minorité demandent toujours moins que ce qu'elles pourraient obtenir. OK? Alors, toujours dire aussi qu'on est flexible hein, sur le salaire. Donc, donner la tranche, mais je suis flexible. Regarder un peu les statistiques du pays concernant le salaire médian, c'est toujours bien parce que ça donne un indicateur, de ce qu'on peut te proposer et aussi par moment, l'information sur l'entreprise est disponible concernant les salaires sur des sites comme, oh my gosh, c'est quoi le site? J'ai oublié. C'est pas Trustpilot? J'ai oublié, je vais le mettre en description, mais il y a un site qui peut te donner un indicatif des salaires en fait de l'entreprise. Donc quand tu fais tes recherches, tu regardes ça aussi et par moment, sur le site de l'entreprise, même quand on va dans l'onglet carrière, on peut voir un petit peu des jobs similaires dans différents pays et le salaire, que l'on propose pour des postes similaires. Donc tu peux te forger déjà une idée pour être sûr de rentrer dans le budget. D'accord? Ensuite, quand je vous ai parlé de ma première expérience professionnelle dans un centre d'appel, guys, c'est parce que quand j'ai parlé à cette ancienne amie, de mon désir de changer de job à ce moment-là, elle m'a dit: «OK, montre-moi ton CV», tout ça, on a fait le CV, machin, machin. Elle m'a dit lors de l'entrevue: «Ne dis pas que tu étais en centre d'appel, dis que tu étais réceptionniste». C'est à peu près la même chose, mais c'est juste que l'un est plus prestigieux que l'autre. Donc dépendamment des postes que vous avez occupés, par exemple, il y a l'exemple très commun, les gens qui font les personnes qui font le ménage, l'entretien ménager, ceux qui passent le balai, technicien de surface, ça passe tellement mieux que femme de ménage ou bien nettoyeur ou balayeur. Technicien de surface, c'est ça. Parce que la perception, enfin, le monde du travail, c'est un monde qui est très spécial dans le sens où la perception que l'on a de toi est très importante. Vous verrez que surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des rôles de leadership malheureusement, alors qu'ils ne savent, ils n'ont pas un bon style de leadership et ils savent même pas être en position de leadership. Mais pourquoi ils sont en position de leadership? C'est parce que ils ont donné la perception d'eux comme quoi ce sont des bons leaders, c'est tout. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font pas le travail? Non, j'ai pas dit ça. Ils font le travail, mais pas comme un bon leader. Il y a une différence entre être un boss et un leader, et il y en a beaucoup qui sont des boss et qui ne sont pas des leaders, mais leur poste, c'est un poste de leadership. Vous comprenez un peu la nuance? Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura
apporté de bonnes informations, de bonnes astuces et je vous souhaite une excellente, fin de journée et puis bonne chance pour, votre carrière, beaucoup de courage et vous êtes capable d'arriver là où vous voulez. Gros bisous, je vous aime, à la prochaine.